environnement. Ça va veut dire la caille même on t'a pas gagné, on est capable de des ressources internes, c'est-à-dire ça qui a gagné avec personnalité mon et cadre de mon gens mon organisé psychiquement, mais tout mon a joindre des ressources environnementales qui permettent que les réponses. Voilà pour les déclarations de Jeff Cadichon. Mais à présent, il faut dire que nous sommes dans les rues de Port-au-Prince à travers la rubrique Coup d'œil. Coup d'œil qui c'est rubrique ça que Radio Acte Télévision Pacifique poté pour chaque matin. Sorti 7h, arrivé 7h45. Et coup d'œil, il est passé à la fois sur Radio Action Télévision, chaîne 54, une façon pour permettre que vous ayez une idée de comment circulation la rue et conditions sécurité la rue les mêmes liées pour aujourd'hui. Et là, nous sommes déjà dans les rues de Port-au-Prince avec notre collaborateur Igor Noël. Et nous sommes censés Carrefour Gérald Bataille ensemble avec vous permettre que vous ayez une idée de comment la rue est. Et n'a pas rappelé que sous pas et télévision là, car bien pas pris un écran télévision pour t'abrécher chaîne 54 ou qu'à seulement aller sur téléphone, aller sur Facebook, t'appeler Radio Télévision Caraïbes et Radio Télévision Pacifique. Ou êtes capable de suivre ensemble avec nos rubriques ça, mais tout aller sur chaîne 54 là ou bien bouquet canal plus chaîne 182 ou encore taper Radio Télévision Pacifique sur Facebook, mais tout application non Radio Télévision Pacifique, mais tout site internet là www.radiotélépacifique.com. Donc nous permettre que vous ayez une idée de comment circulation est dans Carrefour Gérald Bataille, en pile camionnette a fonctionné, motocyclette, bus, yo tout yo absorti différents coins pour mener citoyens yo dans plusieurs autres destinations et maintenant yo déjà la bonne une façon pour transporter tout citoyen et citoyenne qui a bien pour vaquer avec occupation. Pendant ce temps, il faut dire qu'en outre, Jeff Cadichon soulignait les conséquences négatives des facteurs socio-économiques sur les citoyens déjà traumatisés par le tremblement de terre de 2010. Il a déploré le fait qu'aucune action concrète ne soit entreprise pour améliorer les conditions de vie de la majorité de la population. Ces déclarations. Ça nous vient constater, c'est que donc, après le tremblement de terre fin passé, il y a un paquet de facteurs qui sont des facteurs aggravants qui fait que mon yo toujours vulnérable par rapport à l'événement. Facteurs, ça aussi conditions socio-économiques, c'est troubles sociopolitiques et c'est reconstruction physique là tout. C'est comme si Mdakazou, mon l'a regardé pays, c'est comme s'il dit peut-être ok, la fonctionné à l'image du pays parce que le pays n'a pas reconstruit, c'est comme si mon intégré le fait que c'est normal pour ne pas reconstruire cette lui. Donc, je pense que c'est important pour nous signaler ça et c'est un ensemble. Donc, il faut que chaque acteur qui a joué participation par eux, mais surtout au niveau étatique, il faut qu'il y ait vraiment de vraies politiques qui mettent en place, que santé mentale là sont liés à un ensemble de facteurs qui ont une influence sur lui. Donc, moi, pour moi, pour la question directement, malheureusement, pas trop de bagages qui fait passer ça. Et ma peut des radios depuis hier jusqu'à matin par rapport à l'aspect ça, c'est que on voit le paquet de bâtiments publics qui va jamais reconstruit. Moi-même, personnellement, qui est dans la faculté des sciences humaines de janvier, le matin, et puis, faculté des sciences humaines qui était affectée en pile, jusqu'à présent, bâtiment pour qu'on réparer. Et à prévoir, c'est en avril 2021 pour être capable de rendre bâtiment fonctionnel pour recevoir les étudiants. Et moi-même, entre-temps, c'est peut-être pas ça m'a dit tout à l'heure, c'est que j'essaie de mettre des ressources en place là pour m'avancer. Entre-temps, je connais une licence pour les sciences humaines. J'ai une licence qui est partie, une maîtrise. Donc, je vais tourner, je vais enseigner dans la faculté et je vais enseigner dans le gars toujours. Voilà pour les déclarations de ce psychologue qui intervenait des blessures post-traumatisme du tremblement de terre de 12 janvier 2010. Et là, toujours dans le Carrefour Gérald Bataille, matin, nous en pile citoyens et citoyennes, que ce soit les gens qui prennent le travail, les gens qui vendent, mais tout en pile marchand, ouvriers commerciaux là, dans le Carrefour Gérald Bataille, là, nous exactement devant Tipos. Police nationale là et à droite nous les capables de mener nos Clercine, Tabac, Carrefour Fleurio et mais en face nous côté que n'a regardé elle capable de mener nous avenue Maïgaté sur route aéroport mais à gauche c'est route Delma 33 que l'y conduit nous ensemble avec collaborateur Igor Noël. Donc tout blocus ça embouteillage ça veut dire tout simplement que gain un fonctionnement normal de différentes activités dans la rue pour jeudi
samedi, c'est toujours consalié chaque samedi matin dans les différentes rues de Port-au-Prince. La rue qui est toujours très mouvementée et ça qui baille plus travail avec police nationale là qui a géré question circulation et en façon pour permettre que y ait plus l'ordre qui établit dans la rue Port-au-Prince. Et là, nous avons un pile camionnette et un pile bus qui allait et quoi des bouquets généralement, il y a même qui a fonctionné là au niveau du carrefour Gérald Bataille. Toujours en ce qui concerne la journée du 12 janvier qui s'annonce demain, 10 ans après le séisme, ingérence américaine et la reconstruction manquée. C'est le thème d'une conférence organisée vendredi par le Bureau des avocats internationaux BAI pour marquer cette date. S'exprimant à cette activité, le sociologue Jean-Aubert Joseph a indiqué que les étrangers ont contribué à la dilapidation des fonds attribués à la Commission interaméricaine pour la reconstruction d'Haïti, CIRH. Écoutons-le au micro de David Mercius. C'est bon, c'est mot pour moi-même qui paraît qui est évident pour nous dire que c'est un échec international, mais son échec global, son échec de l'État haïtien qui n'a jamais arrivé conflit tête li comme un État à part entière depuis après la mort de Jean-Jacques Dessalines, mais c'est échec tout, si vous voulez, international là tant dit qui généralement toujours passé tête comme des bons gestionnaires, montrer que dirigeants locaux pas des bons gestionnaires. Yo c'est des bons gestionnaires. Yo voye ONG, yo voye des envoyés spéciaux, eh ben yo montré à clair yo vinn casser dans là parce que réalité a montré que population li vinn après 12 janvier 2010, c'est des jeunes mamans, c'est des jeunes petits moun qui obligé à construire famille, c'est des nouveaux bidonvilles, c'est moun qui vivent jusqu'à 10 ans après 12 janvier, c'est moun qui vivent en battante. Là tout près nous là si on regarder et soit regarder là Ravine Penta doit point de monde qui vivent en battante jusqu'au après 12 janvier et conditions vont pas changer, donc c'est un échec global de l'État haïtien et de la communauté internationale. En outre, le sociologue a souligné que les turpitudes des dirigeants haïtiens ont favorisé l'ingérence étrangère dans les affaires du pays. Des réactions toujours défavorables à tout projet de développement national, fait savoir Jean-Robert Joseph, toujours au micro de David Mercius. Donc, ingérence là, tant que nous sommes dit dans le débat, il commencé à imposer réellement à partir de 1915. Les ont fini avec méthode corruption, c'est-à-dire les ont rentré dans l'État, ils ont imposé corruption comme un homme dans l'État. Et c'est lui qui va le servir jusqu'à aujourd'hui. Et puis, 10 dernières années, on va rendre compte que il prend une phase évolutive qui fait que 10 dernières années, on regarde la sociologie politique paysan, c'est que c'est les États-Unis directement qui viennent mettre président. Le cas de président Matéli, le cas de président Jovenel, ça veut dire directement, on n'a pas besoin de gagner pile monde pour voter. Nous, ouais, président Jovenel élu avec 500 000 personnes, sur une population qui gagne 10 millions d'habitants. Donc, ça veut dire, je dis, question popularité, elle a vraiment de peu d'importance pour l'international, spécialement les États-Unis. C'est question qui acquaintance, qui lien, qui sont capables de gérer l'intérêt des États-Unis présentement. Donc, il faut qu'on corrompu. D'abord, ouais, tout détail qui gagne avec le président Jovenel, tout ça qui gagne, tout pendant le candidat, mais ça va dire les États-Unis parce qu'ils ont besoin justement d'un élément corrompu pour qu'ils manœuvrer plus facilement avec des pressions internationales, mais en même temps tout. Donc, ils ont fini présentement dans l'élection, ils ont fini réellement dans l'élection, ils ont dit, bon, ok, mais l'élection nous voulons, mais l'élection nous pas voulons. Donc, en clair, donc son pays nous capable de dire qui est occupé, son pays qui est occupé par les États-Unis d'Amérique depuis 1915, mais derniers 10 ans, c'est soulevé, c'est espace temporel qui permettent finalement nous montrer que donc nous pas un pays du tout, c'est les États-Unis qui dirigent le pays d'Haïti. Voilà pour les déclarations de Jean-Aubert Joseph qui intervenait lors de cette conférence débat au local du bureau des avocats internationaux. Et là, nous, dans Caforita, ensemble avec collaborateurs nous là, pour nous vivre comment bien se les mêmes liés là dans Caforita. Nous avons plusieurs camionnettes, bus, j'en ai dit depuis tout à l'heure, qui eux-mêmes a fonctionné normalement. Et Caforita matin qui libre et une circulation qui est très fluide pour tout le monde, tout citoyen, tout côté que c'est toutefois gain pour faire route ça matin, ou pas aucune difficulté, capable de faire ça sans problème, et ça c'est grâce avec image de Radio-Télévision Pacifique dans le cadre de l'émission Coup d'œil que lui-même l'hypothèse pour vous matin.
Autre information, le responsable de l'organisation Médic Haïti, Ulysse Jean Chenet, se désole de la présence des sinistrés dans les camps d'hébergement dans plusieurs régions du pays 10 ans après le tremblement de terre de 2010. Il reproche aux autorités gouvernementales et aux partenaires internationaux le fait de leur mauvaise gestion de la catastrophe dont les séquelles seront toujours perceptibles dans la mémoire collective. Et de son côté, Ulysse Audelaire-Pierre dit regretter que les sinistrés soient encore logés dans des tentes 10 ans après le séisme de 2 janvier. Il invite les autorités gouvernementales à plancher sans tarder sur le dossier. Écoutons Audelaire-Pierre. Alors, c'est une catastrophe totale par rapport avec génie municipal qui pas prend responsabilité. Construction est toujours faite d'une façon anarchique. Donc, côté que tout le monde est construit dans la ville. Et c'est ça qui fait, depuis la pluie tombée, ou joindre l'eau un peu partout, circulation bloquée, ou joindre roche gravée dans la rue, monde pas qu'à marcher, blocus un peu partout. Eh bien, ça a aussi conséquences, irresponsabilité, autorité. Donc, nous-mêmes dans PKN, nous déplorons ça et nous demandons au gouvernement pour prendre responsabilité pour tout le monde qui a construit d'une manière anarchique pour arrêter les gens et gagner un plan global pour que la construction soit faite pour nous sortir dans la construction anarchique qui a fait dans le pays. Pierre s'oppose à l'idée que le chef de l'État puisse engager des négociations avec les parlementaires en vue d'une prorogation de leur mandat après le 13 janvier. Selon lui, la 50e législature n'a pas fait œuvre qui vaille. Pierre au micro de Johanna Faustin et David Mercius. Nous avons fait 4 années, nous avons pris tout le temps, nous avons oublié si mission nous c'était légiférer, contrôler, c'est le mandat nous fini. Nous avons crié tous côtés pour faire une prolongation pour nous. Pas de prolongation, nous pas prolonger. Le président n'a pas supposé prendre en provocation, prolonger mandat. Aucun sénateur mandat fini. Deuxième lundi, là, il y a 19 sénateurs qui doivent partir. Le peuple a voté nous pour nous contrôler pour eux, pour nous légiférer pour eux. C'est marchandage nous avons fait à votre peuple. Puisque nous passons hors de mission, nous devons partir. Voilà pour les déclarations de Audelaire-Pierre qui répondait aux questions de Johanna Faustin et de David Mercius. Alors que l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières dénonce l'effondrement du système sanitaire depuis une décennie, le ministère de la Santé publique a présenté vendredi un document intitulé « Rapport statistique de 2018 relatif à l'accès aux soins de santé dans le pays ». Dans la présentation, l'assistant directeur de l'unité d'études et de programmation du MSPP, Rudy Thermidor, s'est contenté d'indiquer que 18 731 personnes ont été identifiées comme séropositives sur un total de 958 265 tests au VIH réalisés au cours de cette période et 13 713 cas de tuberculose ont été recensés à travers le pays. Ces précisions au micro de Nancy Constant et je suis Philippe François. Pour les personnes qui ont été testées en 2018. Donc un total de 958 000 personnes environ ont été testées, et soit 240 000 femmes enceintes et 718 000 hommes et femmes. Pour le taux de séropositivité, donc le taux de séropositivité est autour de 2%, avec un niveau beaucoup moins élevé dans le département sanitaire du centre qui est 1% et un taux de séropositivité beaucoup plus élevé dans l'Antibonite et la Lopus. Donc il est l'école. Maintenant pour la tuberculose. Pour la tuberculose, qu'on fait en termes technologiques avec la plateforme DHS2, il y a le module tracker qui permet de faire le suivi du patient depuis le début du traitement jusqu'à la fin. Donc on a utilisé ce tracker qu'on a mis en place depuis 2017 pour pouvoir faire le tracking de tous les patients et tuberculose et améliorer non seulement la qualité du rapportage et la qualité des données disponibles. Maintenant, pour le dépistage des cas de tuberculose, pour les nouveaux cas, on a recensé 12 648 nouveaux cas. Donc il y avait 735 une chute
Donc, c'est qui fait un ensemble de 13 713 de tuberculose enregistrés pour l'année 2020. Maintenant, pour la co-infection, donc c'est parmi les nouveaux cas. Donc, il y a 1679 patients qui sont à la force, qui ont été diagnostiqués et tuberculose, soit pulmonaire, négatif pulmonaire ou extra-pulmonaire, qui sont aussi infectés au VIH. Donc, ça est donc, 1067 cas incidents sur les nouveaux cas, ce qui fait un pourcentage de 95,26%, et un ensemble de 1960 cas de VIH ont été enregistrés pour l'année 2018. La ministre de la Santé du gouvernement démissionnaire, Marie-Greta Roy-Clément, s'est quand même réjouie de ces travaux, déclarant que des avancées ont été effectuées dans le domaine de la santé en Haïti. Toutefois, elle reconnaît que le pays est loin d'atteindre les objectifs du développement durable ODD des Nations Unies. Cette déclaration. Étant de vrais acteurs en santé, nous sommes tous co-responsables, je dis bien co-responsables, de l'atteinte des cibles de l'ODD 3 en santé. Ce rapport statistique, en présentant les principaux résultats de l'année 2018 sur la situation de la santé des Haïtiens, nous informe sur plusieurs indicateurs liés aux cibles de l'ODD 3 en santé. Le rapport de 2018 montre des avancées dans la mise en œuvre de certains programmes. La malaria, la filariose, le chikungunya et le choléra sont en nette régression. Toutefois, il est encore grand l'écart entre les résultats obtenus et les cibles des ODD. La lutte contre la mortalité maternelle et infantile, la lutte contre les maladies non transmissibles et l'élimination en Haïti des épidémies du VIH-Sida et de tuberculose nous posent encore des défis. Représentant de l'OPS-OMS à cette activité, Chantal Clavel plaide en faveur de l'augmentation du budget de la santé en Haïti. Chantal Clavel au micro de Nancy Constant. Je suis François. Les systèmes d'information sanitaire nationaux sont indispensables pour évaluer les progrès réalisés vers la santé universelle. En Haïti, le rapport statistique et les comptes nationaux de santé sont deux des piliers de ce système d'information. Ils fournissent des données de qualité, solides et publiées régulièrement, et nous nous en réjouissons. Formulons deux vœux pour 2020. Le premier, c'est l'augmentation du financement des soins de santé primaire avec la prochaine adoption de la stratégie nationale de santé communautaire. Et le deuxième vœu est que le secteur santé profite de l'opportunité offerte par la politique nationale de protection et promotion sociale en cours de finalisation pour favoriser le développement des stratégies d'incitation de la demande qui sont proposées notamment pour les groupes les plus vulnérables. Là, on a rappelé que nous toujours dans les rues de la capitale pour nous faire vivre comment ça les mêmes liés là nous sommes passés non exactement dans Carrefour Fleurio et collaborateurs nous mettez image vers et caso une façon pour permettre que même vous avez idée de comment ça les mêmes liés dans commune tabac pour matin et gens capable de remarquer c'est fonctionnement ou encore activité qui ont même à fonctionner
de manière normale. Ou capable toujours suivre ça ensemble avec nous sur chaîne 54, bouquet canal plus 182, mais tout Facebook, Radio Télévision Pacifique ou application Radio Télévision Pacifique, mais tout site internet www.radiotélépacifique.com pendant que n'a continué à informer pour dire que les responsables de l'organisation dénommée Gardien des droits humains GDH Rovelson Apollon condamne la remontée de l'insécurité, estimant que les autorités n'ont pas vraiment adopté des dispositions pour freiner les agissements des bandits armés dans le pays. Pour le dirigeant du GDH, la police nationale se révèle impuissante à lutter contre les bandits armés en raison de leur accointance politique. Rovelson Apollon était l'invité de Pacifique Matin. Tout état de droit, dans tout état de droit, dans toute société, quand on a parlé d'état de droit, il est sécurisé par un système judiciaire fort et impartial. Vous n'avez pas même. Donc c'est-à-dire que ceux qui sécurisent la démocratie, c'est les institutions policières, c'est le système judiciaire. Donc si on n'a pas un système judiciaire qui est fort et impartial, on ne peut pas aller aucun côté dans la société. Il n'y a pas de société qui marche dans le monde, c'est qu'il n'y a pas un système judiciaire qui est correct là-dedans. Donc on a été là que ça. Donc on a parlé de là, nous avons le vent. On a le vent. Mais dès qu'on y a là, nous disons que, là nous parlons de la mobilisation doit être vigilante et intelligente, c'est-à-dire que nous sommes des conseils de citoyens qui forment, qui analysent les enjeux et qui vous proposent des propositions correctes, qui vous créent un quoi contre la société. Parce que là nous disons que la solution, c'est tailler ensemble des institutions qui jouent un rôle convenablement, qui vous protègent la société. Parce que les institutions, qu'est-ce que ça nous considère? C'est un cas, nous prenons un cas, les poteaux, c'est eux-mêmes qui base là. C'est eux-mêmes qui, en quelque sorte, qui là, qui pour protéger Kaila. Donc, les poteaux fissurés, parce que l'autre bague a fait, c'est effondré, la profondeur. Donc, c'est-à-dire que là, nous en face de situation pour que la société a effondré par le fait que l'institution est plongée. On va dire actuellement dans toute radio, on débat sur la question des mandats parlementaires. Donc, on va même besoin de là. C'est que vous nous dans société que nous, est-ce qu'on a dit la guerre dans la société? Est-ce qu'on a dit que trop de monde saute qui gagne, nous qu'on lit et bien saute. Donc, on va faire une question à poser. Donc, nous, dans une société qui est en bas. Soit c'est un monde qui autorité, on est en bas. Donc, là, regardez dans le réel, ça de fait, tu vas faire comment dire, contrôler là. Rovelson Apollon appelle de tous ses vœux l'établissement d'un état de droit dans le pays. Pour ce faire, il préconise notamment le renforcement du système judiciaire qui doit être sain et impartial. Le militant des droits humains plaide aussi pour des institutions fortes, pourvoyeuses de services de qualité à tous les citoyens sans disparité aucune. Sa déclaration. Tout état de droit, dans tout état de droit, dans toute société, quand on a parlé d'état de droit, il est sécurisé par un système judiciaire fort et impartial. Vous n'avez pas même. Donc c'est-à-dire que ceux qui sécurisent la démocratie, c'est les institutions policières, c'est le système judiciaire. Donc si on n'a pas un système judiciaire qui est fort et impartial, on ne peut pas aller aucun côté dans la société. Il n'y a pas de société qui marche dans le monde, c'est qu'il n'y a pas un système judiciaire qui est correct là-dedans. Donc on a été là que ça. Donc on a parlé de là, nous avons le vent. On a le vent. Mais dès qu'on y a là, nous disons que, là nous parlons de la mobilisation doit être vigilante et intelligente, c'est-à-dire que nous sommes des conseils de citoyens qui forment, qui analysent les enjeux et qui vous proposent des propositions correctes, qui vous créent un quoi contre la société. Parce que là nous disons que la solution, c'est tailler ensemble des institutions qui jouent un rôle convenablement, qui vous protègent la société. Parce que les institutions, qu'est-ce que ça nous considère? C'est un cas, nous prenons un cas, les poteaux, c'est eux-mêmes qui base là. C'est eux-mêmes qui, en quelque sorte, qui là, qui pour protéger Kaila. Donc, les poteaux fissurés, parce que l'autre bague a fait, c'est effondré, la profondeur. Donc, c'est-à-dire que là, nous en face de situation pour que la société a effondré par le fait que l'institution est plongée. On va dire actuellement dans toute radio, on débat sur la question des mandats parlementaires. Donc, on va même besoin de là. C'est que vous nous dans une société que nous, est-ce qu'on a dit la guerre dans la société? Est-ce qu'on a dit que trop de monde saute qui gagne, nous qu'on lit et bien saute. Donc, on va faire une question à poser. Donc, nous, dans une société qui est en bas. Soit c'est un monde qui autorité, on est en bas. Donc, là, regardez dans le réel, ça de fait, tu vas faire comment dire, contrôler là. Enfin, le responsable du GDH croit que la mauvaise gouvernance a généré la misère dans laquelle végète la majorité de la population depuis des lustres. Pour le défenseur des droits humains, les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir n'ont jamais œuvré en faveur du développement du pays. Écoutons-le toujours à Pacifique Matin. Pour
clair. Là, quand il faut utiliser, là, c'est pour fatalité que lié. C'est le résultat de notre mauvaise gouvernance. Nos choix politiques nous faisons, soit sur une série de monde qui a pour avec un fonctionnement en société correcte, parce que nous toujours dit ça, ce sont des parachutistes, et pas mon qui étaient parcours qui est au cas là, et ils sont capables de gouverner, ils sont capables de diriger. Donc, c'est une série de monde, ce sont des parachutistes qui ont occupé l'espace institutionnel, et puis ils font l'argent, etc. Mais on comprend la situation. D'abord, nous-mêmes, Moun Grand Ravine, Cité Soleil, Village de Dieu, qui fait que l'État a vu l'argent, il occupe comme ça. C'est simple. On n'a pas à l'école, on n'a pas accès vraiment à ça de guerre comme citoyen pour évoluer convenablement, pour capable réfléchir, analyser les enjeux. Et je dis à là que niveau pauvreté, la pauvreté en Haïti, le niveau pauvreté haïtien là, c'est son schéma politique. Redouper pauvre, plus dominer, plus faire sauver, et puis je dis à ça passe, je dis à là. Je dis à nous, un don au programme, la pauvreté en Haïti, le mouvement, les gangs armés, etc. C'est un modèle de gouvernance que lié. Son modèle de gouvernance c'est pour dominer les citoyens, pour dominer les plus faibles. Et on prend nous compte que les bagues d'élection, ils vont 1000 gouttes pour aller voter pour acheter conseil. Vous connaissez que dans l'état misère, 1000 gouttes là, c'est aujourd'hui, pour même c'est bon Dieu sur le ciel. C'est là pour interpréter la question, et pour les citoyens comprennent l'État, il faut nous éclater, il faut nous briser grâce à ça. Donc, en clair, je dis là, nous avons besoin des citoyens responsables, avisés. Parce que les choix politiques, les faits, il faut qu'ils voient de ce comme non. Des citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince s'insurgent contre l'attitude des responsables qu'ils accusent de n'avoir rien fait pour venir en aide aux sinistrés du séisme de 2010 encore hébergés sous des tentes. Ils imputent cette situation au gaspillage des fonds qui étaient au projet de reconstruction du pays. Pour eux, les membres de la commission intérimaire pour la reconstruction CIRH ont des comptes à rendre sur l'utilisation de ces fonds. Écoutons-les s'exprimer au micro de David Mercius. Voilà, non, quelques difficultés techniques nous empêchent d'écouter cet extrait sonore. Nous reviendrons après sur ces déclarations. Mais pendant ce temps, il faut dire que la structure dénommée Combit haïtien pour logement alternatif Kaila exprime ses préoccupations par rapport à la multiplication des constructions anarchiques dans la localité de Canaan, dans la commune de la Croix-des-Bouquets, au nord de Port-au-Prince. Reynel Sanon, responsable de la dite organisation, dénonce la précarité de ses résidents privés des services sociaux de base 10 ans après le tremblement de terre de 2010. Reynel Sanon, micro de Mario Sylvain. Regardons. Moun qui était en battant que nous connaissons, puis faut là-dedans yo, y aller retourner dans bidonville yo et en pile là-dedans yo, aller Canaan. Canaan, d'après une enquête faculté ethnologie depuis plus passé de l'année, enquête ça a été révélé Canaan était déjà là environ 300 000 personnes. Donc journée aujourd'hui, chiffre là augmenté. 300 000 personnes plus passé 300 000 personnes qui vivent sur espace que René Préval a déclaré d'utilité publique. Mais malheureusement, le gouvernement Matéli, le gouvernement Jovenel Moïse, n'a pas pris aucune disposition pour faire aucun travail d'infrastructure dans la zone qui t'a pour permettre de construire plus ou moins en conditions qui t'a respecté une série de normes, une série de principes. Donc, nous dégagé, ils fait un côté priorité. Ouais, et c'est ça, les cailles. Donc, Canaan sur route pour venir dans le plus gros bidonville qui gagne dans le pays. Mais tout, nous connaissons depuis 2 années, zone pour aller au GAN, et bien, gang acheter de l'argent comptant. Et bien, situation ça a commencé à développer dans la zone Canaan. Canaan 50, Canaan 70. Hein? Donc, depuis quelques temps là, il y a des gangs qui établissent dans la zone ça. Et nous disons, la situation n'a pas changé. Si on a tremblement de terre vient passer la journée aujourd'hui, eh bien, des dégâts sont plus graves. Parce que les conditions n'ont pas changé. Nous avons continué à faire bloc avec un sac ciment, 60, 70 blocs. Vous comprenez? Nous avons continué à construire n'importe qui gens, n'importe qui côté, parce que l'État continue avec le même comportement. Même les travaux publics font ça, le guide de construction après tremblement de terre, et puis pas aucun suivi qui fait. Hein? Autorité locale, par exemple la mairie, ils ont pris le côté là, les ouais, moun a pour les béton, c'est comme là à chercher. Mais ce n'est pas condition construction qui a supervisé. Ce n'est pas Jean moun a fait ce n'est pas côté moun a fait là, il a supervisé.
Par ailleurs, Ismen Elismar a pointé du doigt les dirigeants de l'unité de construction de logements de bâtiments publics UCL BP, indiquant qu'ils ont fait une mauvaise gestion les fonds destinés à des projets de logement à Canaran. On l'écoute. UCL BP te gen nan men pour l'exécuter 4 projets qui étaient financés par Fonds Petro-Caribé. Donc, te gen construction médiathèque, te gen conception ak réalisation en série de travail développement territorial qui était tout total comme ça à peu près 43 127 660 $ américains. Donc nous dit que dans 2 séances de travail nous avons fait dans Kaila sous rapport ça, nous dit que nous constater pour supérieur des comptes constater en pile irrégularité là-dedans. Par exemple, il y a un compte de 2% que yo prélevé sous film yo mais qui pas arrivé dans DGI. Contrat qui t'a doué fait avec un appel d'offres ouvert, yo fait en zamitaille, yo pas signé un contrat suivant principe passation de marché. Donc en pile irrégularité, donc nous dit que irrégularité ça yo en fait yo cause gros mal, yo fait un pile mal à la communauté. Ça nous relève en français cause préjudice au projet et à la communauté. Nous demander c'est pour la justice mettre action publique en mouvement contre dirigeant UCLBPO pour corruption et vol l'argent Fonds Petro-Caribé. Ça veut dire arrêter, juger, condamner et puis mettre dans prison, saisir bien, remettre l'argent à l'État. L'argent à l'État, ce n'est pas l'argent qu'on monde gagne pour faire sauver ensemble avec lui. Donc s'il mal utilisé, s'il fait suivant, il va faire suivant principe, il va faire suivant condition, il doit faire. Donc nous demander c'est pour mettre l'action publique en mouvement. Nous dit tout, c'est pour que le supérieur des comptes continuer à faire audit sur l'autre projet que UCLBP t'a dirigé. Ce n'est pas l'argent et Petro-Caribé seulement gain, l'autre l'argent toujours que UCLBP t'a géré. C'est pour le supérieur des comptes, en fait, continuer l'autre audit. Et puis nous dit tout, mobilisation doit continuer. Bon, nous dit pour nous continuer à demander côté Petro-Caribé, mais nous ne pas dire côté Petro-Caribé, on a dit c'est chercher côté Petro-Caribé. 10 ans après le séisme meurtrier de 12 janvier 2010, le système sanitaire haïtien est au bord de l'effondrement sur des organisations non gouvernementales Médecins sans frontières. Lors d'une conférence de presse jeudi, les responsables de MSF en Haïti ont indiqué que la crise politique accentuée depuis juillet 2018 a terrassé les structures médicales du pays. Les structures médicales du pays dont MSF peine à répondre aux besoins des patients en raison des pénuries de médicaments et d'intrants, dénonce l'ONG. Sophia Rouflé, coordonnatrice médicale adjointe de MSF en Haïti, au micro de Nancy Constant et Joseph François. Ces derniers mois, ça n'a pas été facile pour nous non plus et jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons le dire. C'est souvent des difficultés par rapport aux patients que nous recevons, que ce soit les patients qui subissent les violences basées sur le genre, c'est des patients en général qui n'arrivent pas ou qui arrivent très tard dans nos structures. Donc l'accès aux soins, on paie les conséquences. Au niveau de Martissant, je peux dire c'est aussi le même problème parce que c'est au moins 2 patients blessés par balle, sans compter les plaies par coup de couteau. Et quand les structures publiques n'ont pas le personnel ou le matériel qu'il faut, ces patients, c'est difficilement qu'on arrive à les référer. Très souvent, on a recours à des hôpitaux comme des hôpitaux privés. Et ça, depuis octobre, ça a été vraiment une casse-tête chinoise, ou que les routes aussi, des fois, ils sont barrées et qu'on est obligé de négocier notre passage pour expliquer que c'est un patient qui est à bord et que nous voulons aller vers une autre structure. Dans le sud aussi, nous avons ce même problème et elle est encore plus grave parce que l'hôpital de référence à Port-Salut très souvent est en difficulté, il n'y a pas d'électricité, ou il n'y a pas le personnel, ou il n'y a pas le matériel qu'il faut. Donc c'est une femme enceinte à bord ou un bébé à bord qu'il faut se rendre jusqu'au CAI. Et l'hôpital des CAI, vous savez, il a été vandalisé 2 fois.